Ici sur la route de Paris-Roubaix, je ne sais pas si vous avez entendu les flashs que nous avons proposés aux environs de 13h dans notre journal de la mi-journée. En tout cas, énormément de choses se sont passées, mais autant vous avouer tout de suite que nous sommes exactement à 33 km de l'arrivée. Nous venons de traverser Saint-Guin en Mélantois. Il reste encore la traversée de Bouvines, de Sizouin, Bourguel, Vannehain, de Canfin en Pével. Il reste exactement, j'ai calculé, 10 km 500 de pavés sous les roues de l'homme qui est actuellement sur votre écran ici. Vous l'avez reconnu peut-être si vous êtes amoureux des choses de cyclisme, c'est Duclos Lassalle. Le français Duclos Lassalle échappé à 50 km de l'arrivée en compagnie de Roger de Vlaminck, alors que pour l'instant le dernier pointage nous indique qu'il y a à l'arrière Roger de Vlaminck qui a crevé, qui accompagnait tout à l'heure, alors que nous entrons à Bouvines, qui accompagnait tout à l'heure Duclos Lassalle. C'est-à-dire que sans sa crevaison, Roger de Vlaminck eût été avec lui. Et il est en compagnie de Moser, de Hinault et de Meyer. Les derniers pointages indiquent pour Duclos Lassalle 1 minute d'avance, mais les choses évoluent considérablement. Les coureurs tournicotent aux environs de Bouvines avant de rejoindre tout à l'heure les pavés de M, c'est-à-dire la proximité de Roubaix, et le vent qui est parfois défavorable et qui a failli jouer un tour à Duclos Lassalle, le vent n'apparaît plus maintenant puisqu'il est dans le faubourg de Bouvines et qu'il va le retrouver si Dieu est avec lui tout à l'heure, favorable ou défavorable selon la direction prise par la course. C'est-à-dire que pour l'instant, rien n'est encore joué. Nous avons un énorme suspense entre cette poursuite entamée par Duclos Lassalle. Est-il parti trop loin? A-t-il présumé de ses forces? Et ne l'oublions pas, le meilleur français de ces dernières années sur les trajets de Paris-Roubaix, puisqu'il terminait deuxième l'an dernier derrière Francesco Moser, victime d'une chute. Et pour l'instant, il n'est pas encore sorti de l'enfer. Il le sait, il lui reste à peu près une dizaine de kilomètres de pavés à parcourir, une trentaine de kilomètres de course. Et je vais tout de suite demander à Bernard Giroux, qui est à Roubaix, de vous parler de l'arrière, de nous donner peut-être les derniers pointages qu'il a lus sur les lignes d'arrivée. Et alors que Demuer encourage ici Duclos, de nous donner également la composition du groupe de chasse à l'arrière avec la caméra 2. À vous Bernard. Oui, eh bien, derrière Duclos Lassalle, ils sont 5. Il y a Francesco Moser, De Meyer, Cataneo, qui est un Italien et équipier de Francesco Moser. Il y a De Vlaminck et puis il y a Bernard Hinault. Vous les devinez ici sur cette image, ils sont 5 à 49 secondes de Duclos Lassalle. Tout à l'heure, eh bien, Duclos Lassalle avait 40 secondes, puis il a 1 minute. Autant dire que l'écart fait, comme on dit, l'accordéon. Il faut aussi signaler que Duclos Lassalle est obligé de lutter contre le vent, alors que Francesco Moser ici est sans doute le plus incisif. Bernard, j'ai pris un écart. Je me suis laissé glisser pour faire l'inventaire exactement de ce groupe, effectivement, puisque les hommes font l'accordéon, comme l'on dit en termes de cyclisme. C'est-à-dire qu'ils sont lâchés soit sur accident, sur crevaison ou sur chute, ou tout simplement décramponnés par le forcing imposé par les meilleurs, et ensuite ils reviennent au gré des portions de bitume se joindre au groupe de tête. Donc pour l'instant, je pars de l'avant vers l'arrière. Il y a Henning Kuiper qui est en train d'emmener en deuxième position, vous l'avez reconnu, il s'agit de Bernard Hinault. Approchez-vous, merci s'il vous plaît. Voilà, Bernard Hinault et son maillot de champion du monde, vous l'avez reconnu une fois pour toutes. En troisième position figure ici l'équipier de Moser, qui l'amène d'ailleurs dans un fauteuil puisqu'il le protège pour l'instant complètement du vent défavorable, alors que Kuiper, avec son maillot complètement maculé debout, il est tombé. Kuiper laisse prendre le relais maintenant à Bernard Hinault. Je reprends donc la composition de ce groupe. En train de virer en premier Bernard Hinault. En deuxième position, il y a Cataneo, l'homme qui a lancé l'échappée tout à l'heure pour Francesco Moser. Hinault vient de se relever. En troisième position, Francesco Moser. Francesco Moser est là et il va prendre le relais à son tour. En quatrième position, Roger de Vlaminck. En cinquième position, je n'en suis pas sûr, soit Ludo Peter, soit Delcroix. Je vais tout de suite pouvoir l'identifier au fur et à mesure que les virages me permettront de voir les hommes. Il y a également ici, dans ce groupe, oui, avec étonnement, on voit la présence de Pascal, non pas de Pascal Poisson, attendez, je vais tout de suite ici me porter à la hauteur du peloton. Il s'agit de Vittinger, c'est De Meyer qui est là, c'est bien ça. De Meyer est là, Vandenot, donc De Vlaminck, Moser, De Meyer, Vittinger, Kuiper, il y a Hinault, je vous l'ai dit, il y a également 2 hommes de la même équipe ici. Il s'agit je suis en train de faire l'inventaire, de Eddy Plancart qui est là, et j'ai l'impression qu'il y a également Van Calster, je vais vous le confirmer dans un instant, c'est bien ça, le 139 de Van Calster, il est devant. On rentre maintenant après 6 points sur le premier, mais tout à
j'appellerais des derniers secteurs pavés. Nous sommes toujours avec le peloton. Alors, n'oubliez pas, puisque Bernard Hinault est en train de faire le forcing là-bas en tête de ce groupe que vous voyez sur votre écran, que Duclos-Lassalle possède maintenant encore 40 secondes. Sera suffisant, je ne sais pas, surtout quand c'est Hinault qui s'occupe lui-même de prendre le relais et d'avancer, d'éparpiller ainsi toute la meute lancée à ses trousses. Je n'ai pas vu Moser prendre les relais, je n'ai pas vu De Vlaminck essayer de revenir vers Duclos-Lassalle. En tout cas, les hommes actuellement, voilà De Vlaminck qui prend le relais, qui s'écarte, De Meyer et Kuiper qui vont le remplacer. Il voit Duclos-Lassalle qui est un peu plus loin là-bas, à peu près 400 mètres devant eux, et je vous assure que le rythme ne séduit pas. Donc pour l'instant, c'est parmi ces noms que je vous ai cités que l'on devrait théoriquement trouver le vainqueur de ce 76e Paris-Roubaix, des secteurs debout qui sont terribles, mais n'oubliez pas qu'ils sont tous tombés, ils ont tous été soumis exactement au même régime aujourd'hui. Qui n'a pas crevé, qui n'est pas tombé, qui n'a pas changé de vélo, et finalement la malchance aura touché tout le monde, même De Vlaminck, le spécialiste de ce Paris-Roubaix qui avait l'habitude de ne jamais crever. Il a été victime d'un boyau dégonflé. Alors là, on est clairement obligé ici en moto de mettre pied à terre. C'est un cafarnaum incroyable, on avance à 5 à l'heure, on laisse partir les coureurs, on est dans le travers, les motos se renversent, attention, ralentissez parce que des photographes sont tombés. On a l'impression que l'orage qui est tombé hier soir sur le nord a complètement chamboulé le parcours que l'on avait vu sec ces dernières années. Les spectateurs sont ravis et encouragent aussi bien les coureurs que les motards, et la moto quant à elle essaye de rester sur ses deux roues, qui n'est pas un vain mot. Et saluons en même temps le mérite ici de nos motards qui font des pieds et des mains, façon de parler, et c'est une belle façon de le dire pour essayer de maintenir l'équilibre. Alors pour l'instant, grâce à l'hélicoptère, vous devez peut-être apercevoir l'écart entre Duclos-Lassalle et le groupe de tête. La moto va pouvoir, maintenant le pavé est sec, revenir vers l'avant et retrouver les hommes de tête. À bout de terre, et Duclos-Lassalle a fait un véritable forcing dans le dernier secteur pavé. Il a été le plus à l'aise, sans doute pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est seul et qu'il n'a pas été gêné ni par les motos ni par les voitures, alors que voilà, Duclos-Lassalle victime d'une crevaison là maintenant. Il est à quelques 150 mètres seulement devant le peloton. Duclos-Lassalle vient de repartir. À un instant, un petit peu de frayeur pour le Basco-Béarnais qui a été victime l'an dernier d'une chute alors qu'il était dans le groupe de tête. Une chute qui avait annihilé tous ses espoirs de victoire. Duclos-Lassalle est maintenant reparti, mais il est en point de mire du peloton et sans doute Jean-Michel Leliot juste devant vous. Le peloton, le voici, on le devine, il est là à quelques coups de pédale de Gilbert Duclos-Lassalle, véritablement malheureux, un petit peu comme l'an dernier. Ça va être bientôt la jonction là, Jean-Michel. Oui, effectivement, et la jonction où certains d'ailleurs ne mettent pas forcément le cœur à l'ouvrage pour aller chercher Duclos-Lassalle, comme pour le saluer après l'effort qu'il vient de réaliser, luttant contre le vent. Mais c'est Francesco Moser en personne qui emmène ce peloton, avec Bernard Hinault qui ne quitte pas les 2 ou 3 premières positions, et Duclos-Lassalle va être absorbé. D'ailleurs, j'ai bien l'impression que Duclos ne va pas se relancer, profitant peut-être d'un autre secteur pavé, mais va tout simplement attendre ses poursuivants. Il s'est retourné Duclos-Lassalle, je viens de le voir ici dans le virage, et il s'est aperçu, alors que nous avons quitté Bourguel, à moins de 20 km de l'arrivée maintenant, 22 peut-être, il s'est aperçu que ses poursuivants allaient l'avaler. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas tenté de sprinter pour revenir sur lui. Pourrait-il sprinter d'ailleurs après ce qu'ils ont vécu depuis l'entrée dans Devilly? Ça a été absolument l'enfer, il est bon de le répéter, et démoniaque toute la journée. Et nous avons eu droit encore aujourd'hui à une course digne de sa réputation, à savoir que sur le pavé du haut ne reste que ceux qui occupent le haut du pavé, les meilleurs des courses cyclistes. Les palmarès mondiaux 1981 ne seront pas dépareillés par la victoire d'un inconnu. En tout cas, Duclos-Lassalle va être rejoint, j'ai l'impression. Si la moto 1, d'ailleurs Bernard, vous le voyez mieux que moi je suis derrière le peloton. Si la moto 1 se retourne, et si elle peut le faire sur les pavés, elle va voir vraisemblablement le forcing de Moser pour revenir sur Duclos. Oui, effectivement, Moser et Hinault en tête du peloton qui va revenir sur Gilbert Duclos-Lassalle. C'est d'ailleurs Bernard Hinault en personne qui conduit ce wagon, sans doute le bon wagon pour remporter cette victoire. Francesco Moser est en deuxième position. Il y a ensuite De Meyer, De Vlaminck, Kuiper avec son maillot très reconnaissable. Il y a Van den Hout, et puis Desmet, Bittinger, Chassant, Van Calster et Cataneo qui ferme la marche de ce petit groupe qui ici est secoué, ballotté avec tous les pavés. Vous pouvez le constater, il est préférable de rouler sur ces maudits pavés pour éviter les risques de chute et de crevaison qui sont beaucoup plus importants sur les bas-côtés. Certes, cela est beaucoup plus éprouvant, plus fatigant, mais il faut savoir à la fois doser ses efforts et savoir aussi prendre la bonne trajectoire sur la route de Paris-Roubaix. Pour l'instant, c'est toujours Bernard Hinault qui est en tête du peloton, reconnaissable avec son maillot arc-en-ciel. Il rentre donc enfin à Pével. Et à l'entrée de Canfin à Pével, nouveau secteur pavé
très long celui-là, de 1 km 800, extrêmement étroit, pas plus de 2 mètres de large. Les hommes ne peuvent pas prendre les bas-côtés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont absolument pas fréquentables. Il y a de la boue et là c'est la chute assurée. D'autre part, c'est le risque de crevaison un peu plus grand sur les côtés car les gravillons ont été chassés par les pneus des voitures sur les bas-côtés, par le passage des voitures de spectateurs également venus très nombreux, des spectateurs qui se font arroser. Et c'est pour l'instant le directeur sportif de Moser qui reprend sa place ici juste devant nous. Et Bernard, vous êtes sur les pavés avec la moto alors que moi je suis un petit peu distancé, mais rassurez-vous, je vais revenir. Oui, nous sommes même au bas des pavés, ce qui oblige nos caméramans à effectuer des acrobaties sur leur moto. C'est un véritable exercice de haute voltige avec cette file indienne. Cataneo, le coéquipier de Francesco Moser, ferme la marche. On a cru à un instant qu'il avait regardé travailler nos caméramans en ce moment en direct dans des conditions très difficiles. Ici c'est Pierre Disbeau qui est en action avec cette casaque bleue pourrait-on dire, et tous prennent des risques et doivent aller aussi vite que les coureurs. Et puis avec cette file indienne, une très belle image d'ailleurs qui nous est fournie dans cette morne plaine qui n'est pas morne car Paris-Roubaix est sans doute la course la plus prestigieuse. Il y a encore cette année 53 km de pavés, de secteurs pavés. Il faut absolument les préserver, quitte à en faire un site historique comme certains le souhaitent. Il faut préserver ces pavés pour sauver Paris-Roubaix qui est menacé. Il semble maintenant que les élus locaux aient abouti dans toutes leurs conversations, leurs discussions pour essayer d'aménager le réseau routier de la région du Nord et que maintenant, bon bien, le Nord ce n'est plus l'enfer, même si parfois on a une vision un petit peu anachronique comme ici, comme on vous le disait tout au long des reportages dans les journaux télévisés. Eh bien, en fait, c'est une autre image qui nous est fournie par le Nord et ces secteurs pavés sont simplement maintenant le cadre d'exploits sportifs qui entre dans la légende des cycles, une légende des cycles très chère à Antoine Blondin. Nous suivons toujours ce petit groupe avec ici Bittinger qui ferme la marche. On est très étonné de voir Bittinger en cette position. C'est un petit gabarit, il est très léger. Normalement, il n'est pas très à l'aise sur les pavés, mais même s'il y a eu des études effectuées à propos de l'archétype du coureur type de Paris-Roubaix, eh bien, en fait, ce sont les hommes forts qui s'imposent toujours et je ne pense pas qu'il y ait d'idées reçues. Grand animateur, mais victime d'une crevaison et victime d'une chute, eh bien, est derrière. Attention, Bernard Hinault est à terre. Oui, Hinault est à terre. Oh là là, encore un drame pour les Français. Bernard Hinault a chuté. Il a glissé. Il était pourtant en première place, mais il est arrivé sans doute un petit peu trop vite. Ah, il faut repartir maintenant et sans doute que ses adversaires vont profiter de cette chute de Bernard Hinault. Bernard Hinault qui doit partir maintenant à la poursuite de Vlaminck, de Moser, de De Meyer, de Van Calster. Ah, cette chute du champion du monde. On a dit que Bernard Hinault n'était pas du tout le coureur fait pour Paris-Roubaix, mais il est en train de prouver que s'il veut, c'est une question de volonté, une question d'objectif, et bien Bernard Hinault peut tout à fait s'imposer dans ce genre de classique. Malheureusement ici, il faut dire que les espoirs ont été un petit peu atténués, mais Bernard Hinault va revenir. Nous allons revoir la chute maintenant, nous sommes juste derrière Piper, devant il y a Van Calster, et en tête, vous allez l'apercevoir, Bernard Hinault va glisser, il glisse, il tombe, sans mal, heureusement. Il va repartir, Hinault. Breton, courageux et obstiné, à la tête dure parfois, le voici. Bernard Hinault repart et nous allons retrouver maintenant l'image en direct où nous le revoyons en train de rejoindre le groupe. Mais évidemment, ces efforts répétés et ces chutes aussi répétées, eh bien, émoussent un petit peu l'organisme, épuisent et obligent le coureur à puiser dans ses réserves. Et là, Bernard Hinault a dû faire un petit effort, un petit sprint pour revenir. Cela me rappelle un peu une crevaison de Eddy Merckx dont il avait été victime à quelques kilomètres de l'arrivée. Eddy Merckx avait fait un gros effort. Oui, Jean-Michel Leliot, après vous avoir perdu, nous vous retrouvons. Mais là, nous avons vécu quand même des minutes très intenses. Nous retrouvons aussi Bernard Hinault dans le groupe de tête. À vous, Jean-Michel. Non, c'est juste pour vous dire, je vais tout de suite vous rendre l'antenne parce que je n'ai pas encore rejoint la tête, que lâcher irrémédiablement Cataneo et Duclos-Lassalle que je suis en train de doubler. Ils sont pour l'instant à la queue des voitures qui suivent le peloton. Je ne pense pas qu'ils puissent revenir. C'est Duclos-Lassalle qui fait le travail et Cataneo ne bouge pas. L'équité de Moser, pour l'instant Moser se retrouve quant à lui seul également et je regarde Duclos-Lassalle en doublant. Je n'ai pas vu de traces de chute et il va peut-être profiter de ce final pour pouvoir revenir. Je ne sais pas, il est follement applaudi. Regardez-le. Allez Gilbert, allez, tu vas revenir. Allez avec Cataneo. Et il faut dire que l'effort qu'a fait Gilbert Duclos-Lassalle est terrible.
maintenant, et j'ai bien l'impression ici que Duclos-Lassalle a été irrémédiablement lâché. Alors maintenant je repars vers le... Alors Bernard Hinault, qui ici est avec son directeur sportif Thierry Guimard, doit sans doute aussi demander conseil. Et nous retrouvons Jean-Michel Leliot juste derrière Bernard Hinault sans doute. Oui, effectivement, voilà, je suis à côté de Bernard Hinault et de Cyril Guimard, en conversation avec les deux hommes pour l'instant, Cyril Guimard et Bernard Hinault. Je vais demander comment ça va se passer pour Cyril Guimard, comment ça va se passer, ça va être difficile là. Vous croyez au sprint sur la piste maintenant ou qu'il va encore se passer quelque chose, Cyril? Je crois que ça va être difficile maintenant, je crois qu'on risque d'aller vers une arrivée au sprint à 6. Alors une arrivée au sprint à 6, vous avez un petit favori dans tout? Tout dépend comment ça peut se passer. Maintenant, il y a pratiquement tous les coureurs vont vite et De Vlaeminck a l'avantage d'avoir un équipier. Oui, et on dit aussi que De Meyer est l'un des plus rapides en cas d'arrivée. Le tout, ce sera la fraîcheur qui... Et attention, on est dans le dernier secteur pavé maintenant. Est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose? Voilà, Bernard Hinault qui a pris les devants, qui profite que la route est un petit peu plus bitumée ici maintenant dans les virages et que les coureurs ont beaucoup moins de risques à prendre. Donc Bernard Hinault qui veut éviter le sprint, fait le forcing. Kuiper est en train de se battre là-bas. Regardez Hinault devant. C'est fantastique comment il essaye de lâcher ses adversaires sur les pavés et au train. Ce sera difficile. Kuiper prend sa roue, Moser prend sa roue également. En troisième position, j'aperçois De Meyer. Et puis je vois également Van Calster ici qui est juste derrière. Le coup n'a pas joué, on est toujours sur les pavés, mais Hinault a tout essayé. Il est toujours devant Hinault, regardez-le là-bas. Toujours devant en tête avec Henning Kuiper au maillot maculé debout en deuxième position. La tactique est simple pour De Vlaeminck. Il a délégué Kuiper en lui disant tu t'occupes d'Hinault, je fais le reste. Et voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que De Vlaeminck est en train tranquillement de préparer son sprint, si sprint il y aura tout à l'heure, et Kuiper est chargé de surveiller les attaques des adversaires. Alors toujours Hinault sur les pavés, avec maintenant 2 mètres d'avance, mais Moser ne quitte absolument pas sa roue. En deuxième position, c'est un sprint entamé pratiquement à 10 km de l'arrivée, c'est fantastique. Il nous reste 6 km, on est sur les pavés de Schering, des pavés qui sont un peu plus humains que les autres, puisque ceux-là sont pourvus, comme vous le voyez sur votre écran ici, sont pourvus d'une légère bande sur la gauche, bitumée, et qui permet aux coureurs d'oublier un peu les tressautements auxquels ils ont été soumis depuis maintenant près de 3 heures. Toujours Hinault qui fait le forcing, follement encouragé, les gens écoutent les radios, sont au courant exactement de la composition du groupe de tête et portent leurs applaudissements s'ils sont belges ou français à ceux qu'ils ont décidé d'applaudir dans les derniers kilomètres. Pour l'instant, toujours Hinault a un forcing de 2 km, c'est fantastique, et toujours Kuiper dans sa roue, alors que Moser est en troisième position. De Vlaeminck, quant à lui, attend tout simplement en avant-dernière position, et il est serein, De Vlaeminck, car il sait que Kuiper est là pour le protéger. Voilà, Hinault s'est relevé, on va quant à nous essayer de s'approcher un petit peu plus des coureurs pour voir s'il y a un signe caractéristique dans la pédalée par exemple ne pourrait pas nous indiquer une certaine facile. On va arriver sous la flamme rouge, on passe devant une église de Roubaix ici, à moins de 1 km de l'arrivée. Il y aura encore 2 tours de piste et je n'ai malheureusement pas eu le temps de demander à Louison Bobet ce qu'il pensait de ce parcours 1981 car il est déjà parti à l'arrivée. Nous l'aurons peut-être tout à l'heure si le temps nous est donné à l'arrivée pour savoir exactement ce qu'il pense de cette course démoniaque. Voilà, Kuiper s'est replacé, il a relancé ici le braquet. Kuiper s'est replacé en première position. C'est De Vlaeminck qui lui a demandé de mener. Alors Kuiper fait son travail, c'est normal. Kuiper a gagné le Tour des Flandres dimanche dernier et De Vlaeminck attend. Alors surveillez bien, je vous redonne les numéros des coureurs, mais vous les verrez comme moi, vous les avez maintenant reconnus. En première position, c'est Kuiper et un maillot plein de boue. En deuxième position, c'est toujours le maillot bleu de De Meyer. En troisième position, le maillot de champion du monde. Inutile de vous le présenter. Et puis juste derrière, il y a Francesco Moser. Il y a De Vlaeminck avec le 79, Moser avec le 1 en tant que vainqueur de l'an dernier. Et Van Calster qui ne quitte pas la dernière place. Ça va décidément très très vite. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que c'est Kuiper, Bernard Giraud, qui va rentrer le premier sur le vélodrome en emmenant dans l'ordre. Je vais vous donner le passage exactement avant d'être obligé de vous quitter ici. Dans l'ordre, Kuiper en deuxième position, Van Calster en troisième position, Hinault en quatrième position, pas de chute dans le dernier virage. De Meyer, Moser est à l'extérieur et il y a De Vlaeminck qui est à gauche. Sur la piste maintenant, ils vont se présenter devant les caméras fixes. Toujours avec Kuiper, Hinault qui est bien en deuxième position. Mais attention, Van Calster va tenter quelque chose et il va peut-être essayer d'enfermer Hinault. En première position, Kuiper, Van Calster. Je vous laisse maintenant l'antenne, vous les voyez mieux que moi. Oui, la distance sur un tour pour les 6 coureurs, qui prétendent mettre
maintenant à la victoire dans Paris-Roubaix. Bernard Hinault, bien sûr, le cœur du public est avec lui parce que ça fait 25 ans que nous attendons une victoire d'un Français. La cloche vient de retentir toujours. Hinault qui est suivi par De Vlaminck, Skipper. Moser est en dernière position. Il y a à savoir Van Calster, De Meyer, Hinault, Van Calster, De Vlaminck. Quel suspense, quelle finale avec maintenant les 3 quarts de tour. Van Calster va démarrer. Il est très rapide. Attention, il était maillot vert dans le Tour de l'Avenir. Toujours Hinault, De Vlaminck. Maintenant à la corde, c'est De Meyer, vainqueur en 1976. Moser se rapproche, Skipper c'est fini, la mission est accomplie. À l'extérieur maintenant De Vlaminck, Hinault conserve la corde. De Vlaminck dans la roue d'Hinault, devant Moser. De Meyer, Van Calster en 4e position, maintenant c'est l'attaque du sprint, sa dernière ligne droite. Hinault, toujours Hinault, Hinault devant De Vlaminck. De Vlaminck, Hinault, De Vlaminck, Hinault gagne, Hinault gagne. 25 ans après Luison-Bobet, victoire de Bernard Hinault. On n'y croyait plus. Bravo Hinault. Merci Hinault. Vous avez un petit caractère qui n'est pas facile, Bernard Hinault, mais on est plein d'admiration pour vous. Vous avez tracé vos objectifs. Vous avez remporté le championnat du monde récemment et vous remportez Paris-Roubaix. Nous allons revoir au ralenti Hinault qui avait finalement bien préparé ce Paris-Roubaix, mais il avait peur de subir un échec. Et au sprint ici, il bat les meilleurs. Il va battre Moser, il va battre De Vlaminck. Là c'est De Meyer qui a tenté de passer à la corde. Et Van Calster aussi, Moser également. Mais il conserve la première position. Il sait que sur une piste, il faut attaquer le dernier virage en tête. Et il précède la De Vlaminck. Moser en 3e position. Hinault continue devant De Vlaminck. Moser 3e. De Vlaminck relance, mais il ne peut rien à Hinault. C'est la dernière ligne droite, la bonne ligne droite, celle qui mène à la victoire. 25 ans après Luison-Bobet, Hinault, le Breton lui aussi, triomphe ici sur la piste de Roubaix. 2e De Vlaminck, 3e Moser, 4e De Meyer, 5e Van Calster, 6e Skipper. Bravo Hinault, quelle finale! Nous allons bientôt le retrouver sans doute avec Jean-Michel Leliot. Il reste encore un tour peut-être pour maintenant Vandenot qui termine. Il y a aussi Vittinger et Chassant. Mais bien sûr les honneurs et les commentaires iront. Et lui, on va appeler Luison-Bobet. Luison-Bobet, juste à côté de vous. Vous allez voir Luison-Bobet. Oui, voilà, on peut demander à la caméra 2 ici. Je lui fais signe à notre ami de la caméra 2, juste devant le podium. Ici avec Luison-Bobet. Voilà, merci. Luison, une question. Alors, déçu de ne plus être le dernier français. Tellement idiot de ne pas être fou de joie, car j'ai assisté à un final fabuleux. Il est tombé, il a crevé, il a roulé des kilomètres entiers sans se retourner. Et le sprint qu'il a fait a démontré la puissance et la fraîcheur qu'elle avait encore à l'arrivée. Est-ce qu'un Paris-Roubaix 1981 ressemble un petit peu à ceux que vous avez vécu et couru? Je voulais vous le dire, j'ai pas du tout été impressionné par les pavés épouvantables que vous dénonciez souvent. Absolument pas. Pour moi, c'est les mêmes pavés qu'il y a 25 ans. Mais ils sont quand même épouvantables. Ils existent toujours, oui. Enfin, quelle joie pour les Français et pour les Bretons. Alors, on dira l'avant-dernier vainqueur de Paris-Roubaix maintenant de Luison-Bobet. On ne dira plus rien, là. Merci, Luison. Je vais, quant à moi, essayer de retrouver Bernard Hinault dès qu'il arrivera sur le podium ici et qu'il aura... Oh, il est entouré par la Meuse, ça va vous en douter. On pourrait peut-être poser une petite question, Bernard Giraud, au studio à Paris, pour savoir exactement combien de temps il nous reste, de façon à ce que nous puissions soit attendre l'arrivée de Bernard Hinault ici, et vous proposer quand même le dernier mot. Oui, voilà, il nous reste encore 5 minutes, me dit-on, depuis la régie à Paris. Bernard Hinault, qui est très entouré, c'est la bousculade. Bien sûr, cette photo, elle est historique. 25 ans après, je le rappelle, une fois de plus, 25 ans qu'un Français n'avait pas remporté Paris-Roubaix. Autant dire que... On n'y croyait plus, c'est vrai, hein, depuis quelques années, surtout avec la malchance de Duclos Lassalle l'an dernier, et puis même cette année. En tout cas, les Français auront marqué ce Paris-Roubaix. Car il ne faut pas oublier Gilbert Duclos Lassalle, héroïque, malheureux, malchanceux, qui doit rallier maintenant Roubaix l'âme en peine, et bien sûr un contraste avec la joie de Bernard Hinault. Il ne paraît pas très éprouvé, bien sûr, il a le visage recouvert de poussière, il s'est un petit peu rafraîchi. Le voici, Bernard Hinault. Jean-Michel, il va arriver près de vous et vous allez recueillir la joie du champion du monde. Il manquait cette classique à son palmarès, et bien maintenant il l'a. Un palmarès prestigieux. Voilà Bernard Hinault qui va monter
sur le podium pour recevoir la gerbe traditionnelle embrassée par Louison Bobet. Les deux derniers vainqueurs se saluent. La Bretagne est ici en fête. Il va recevoir donc la gerbe traditionnelle et pouvoir converser avec vous, Jean-Michel Lelio, et pourquoi pas même Louison Bobet. Bernard, vous n'aimez toujours pas Paris-Roubaix? Oh non, parce que quand je vois le nombre de coups que j'ai fait aujourd'hui, et réussir à gagner quand même, je crois que j'y croyais même plus trop au bout d'un certain temps. Hein. Mais alors une victoire, ça déface pas toutes les défaillances, non pas les défaillances, mais tous les incidents que vous avez eus. Vous ne pensez plus qu'à la joie, non? On a la joie bien sûr, mais il y a quand même les chutes et je crois que ça marque quand même un peu. Hein. On a eu peur pour vous au moment du sprint, Bernard, parce qu'il y avait des garçons rapides, il y avait Van Calster, il y avait Kuiper qui était avec De Vlaminck qui pouvait jouer la course d'équipe, et on s'est dit, ah c'est pas comme à l'Amstel-Gaudray, ça il faut pas emmener le 12 ans, il faut jouer tactique, c'est ce que vous avez fait. Oui, mais j'ai pas emmené le 12 ans, j'ai emmené le 13, j'ai essayé, au premier tour j'ai mis 14, j'ai vu que ça aurait été un petit peu juste, alors j'ai mis le 13 et là bon bah je l'ai emmené assez loin en sachant très bien que si jamais j'emmenais moi, c'était beaucoup plus difficile de remonter, surtout que le vent était quand même un peu mal placé. Vous avez tout essayé dans le dernier secteur pavé, celui qui précédait l'arrivée, un forcing terrible, on a vu un relais de 2 km, ça a été fantastique. Effectivement, et à la sortie du relais, je suis tombé par la faute d'un chien. Bernard, est-ce que vous êtes papa pour la deuxième fois? Ben, j'ai pas téléphoné encore, mais ce matin il n'y avait rien. Ah, peut-être en même temps, un deuxième enfant et une belle victoire. C'est l'une de celles qui vous fait le plus plaisir pour répondre à la question habituelle? Bon, elle me fait plaisir bien sûr, mais elle ne fait pas plus plaisir qu'une autre. Hein. Je crois qu'une classique c'est une classique et à chaque fois c'est toujours une victoire et une victoire c'est toujours une grande joie. Qu'est-ce qui fait gagner Bernard Hinault? Pourquoi cette hargne, cette rage de vaincre et pas d'autre mot? C'est peut-être la volonté de gagner, de bien réussir dans la carrière que j'ai commencée depuis un certain temps. Vous pouvez continuer, ça marche bien pour vous. Hein. Merci Bernard. À vous Bernard. Merci Bernard Hinault. Je crois que nos confrères de l'Eurovision attendent également Bernard Hinault pour effectuer leur interview. Premier, Hinault, heureux, qui salue la foule et qui reçoit l'ovation qu'il mérite. Deuxième, De Vlaminck. Troisième, Moser. Quatrième, De Meyer. Cinquième, Van Calster. Sixième, Kuiper. C'était un Paris-Roubaix historique. Ici, Roubaix, bien sûr, sur la piste. À vous, Paris.